Bonjour à toutes. Écoutez, on est heureux de vous accueillir sur cette troisième journée de la Journée française de l'ingénierie des exigences. Hein, nous avons déjà passé 2 jours, le 5 et le 6 novembre, et aujourd'hui, dernière journée, le 7 novembre. Et je vais vous donner quelques éléments sur cette journée. Alors tout d'abord, nous allons remercier nos partenaires. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, qui nous parrainent dans cet événement. Partenaire prestige avec Telis, que l'on écoutera d'ailleurs très rapidement, puisque c'est lui qui va intervenir pour la première présentation, avec un retour d'expérience, et puis un autre partenaire également de cette édition, de cette 11e édition de la GFIE, OpenText. Alors, sachez que cette journée française de l'ingénierie des exigences est organisée par le CFTL, Comité français du test logiciel, via un groupe de travail qui s'appelle Ingénierie des exigences, comme son nom l'indique. Et je vais vous donner quelques éléments sur ce groupe de travail, notamment ses objectifs, les activités qui y sont liées. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire, et puis ce sera avec plaisir de vous accueillir dans ce groupe de travail. Alors évidemment, il y a un objectif fort qui est la professionnalisation de l'ingénierie des exigences, mettre un peu plus de poids sur ces métiers-là, avec des échanges de bonnes pratiques, avec également des réflexions sur les référentiels, normes et fiches spécifiques par rapport à ces métiers. On a besoin également de reconnaissance et de valorisation de ces métiers, et donc la GFIE en fait partie, et puis il y a d'autres activités qui sont mises en place au travers de ce groupe de travail. Notamment, nous sommes présents chaque année aux ateliers de la JFTL sur la première journée, mettant en évidence des activités justement liées à l'ingénierie des exigences. Sachez également que nous avons lancé, depuis maintenant un peu moins d'un an, un réseau LinkedIn, sur le réseau LinkedIn, des informations liées à l'ingénierie des exigences. Une partie des personnes également qui font partie de ce GT vont travailler autour des activités liées au contenu d'IREB pour faire évoluer ces syllabus. Et puis on a eu un gros travail depuis maintenant presque 2 ans qui est en voie de finalisation pour créer un modèle de maturité de l'ingénierie des exigences qu'on espère pouvoir vous présenter prochainement. Sachez que ce groupe de travail se réunit en présentiel tous les 3 mois à peu près, et puis on a des réunions presque mensuelles en visioconférence pour avancer sur les différentes activités que nous avons définies sur l'année. Les personnes qui sont aujourd'hui rattachées à ce groupe de travail, vous les voyez mieux que moi, enfin aussi bien que moi, pardon. Donc on est de différentes entreprises présentes avec différentes compétences. Et puis moi-même, je suis dans l'université, enfin plutôt une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech Angers. Voilà. Aujourd'hui, troisième journée, comme je vous le disais. Alors, écoutez, ça tombe bien parce que ça va être un retour d'expérience de notre partenaire privilégié Telis. Harder, better, faster, stronger. L'IA peut-elle réellement générer des bonnes exigences au travers de 3 cas d'usage? Et puis nous aurons juste après également l'IA, nouvel assistant de l'ingénierie des exigences, retour d'expérience à travers des cas d'usage. Donc une journée, un midi entre guillemets, complètement lié à l'utilisation de l'IA au travers des exigences. Ça va être, à mon avis, très intéressant. Sachez que, évidemment, hier, il y avait déjà eu un travail et une présentation qui avait été faite sur l'IA pour la génération des tests à partir des exigences de Gilles Inoué, en l'occurrence. Donc, j'ai demandé, alors avant de demander aux 2 intervenants de présenter, je vais vous rappeler quelques éléments importants également sur cette visioconférence. C'est que vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la présentation. D'ailleurs, je vais vous inciter à poser des questions. Et vous allez pouvoir également les plébisciter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une question vous semble intéressante, vous allez pouvoir ajouter un point dessus, ce qui me permettra, une fois que la présentation est faite, de poser les questions qui sont les plus plébiscitées. Donc surtout, pour répondre à ces questions, vous avez en bas à droite la possibilité de pouvoir choisir notamment l'onglet questions. Et dans cet onglet de questions, on va poser toutes les questions qui vous viennent, entre guillemets, et surtout plébisciter toutes les questions que vous voyez. Vous aurez également, et on vous demandera pendant la présentation d'ailleurs de Telis, de répondre à un sondage un peu spécifique, qui va donner un petit peu d'animation à cette présentation. Et puis il y aura un sondage également un deuxième sondage sur l'évaluation des présentations que vous aurez pu suivre. Écoutez, sans plus attendre, on va passer la parole aujourd'hui à Louardi Messé et Cédric Lespère. Je vais vous demander de monter sur scène
Et puis moi, je vais vous laisser évidemment partager votre écran, puisque je vais retirer mes transparents et vous laisser la parole pour votre présentation. Eh bien, bonjour Alexis et bonjour Raphaël. Merci de nous accueillir pour cet événement. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, on le voit bien. Donc effectivement, avec Louardi Messaï, donc qui est président fondateur de l'entreprise Telis, et moi-même qui suis au sein de ce cabinet depuis plus d'une dizaine d'années, voire presque 2 dizaines d'années. Nous allons vous donner ce retour d'expérience sur nos travaux de recherche et de mise en œuvre en fait d'outillage et notamment de l'intelligence artificielle dans le cadre de la production d'exigences dans le contexte des projets informatiques. Je vais d'abord rapidement présenter Telis. Telis est en fait un cabinet expert en la gestion des exigences. On est présent donc depuis d'ailleurs plusieurs années sur le salon avec toujours autant de plaisir. On accompagne depuis plus de 25 ans et de manière très opérationnelle tous nos clients en business analyse, gestion de projet et intelligence artificielle appliquée à ces activités. Alors, avant de démarrer, on voudrait vous poser une question assez basique par le biais d'un sondage qui va s'afficher. Cette question, c'est combien de temps en moyenne pour rédiger un cahier des charges? Alors, je vais vous afficher le sondage. Hop. Voilà, vous avez le sondage qui s'affiche sur votre écran. Alors, vous pouvez répondre, bien sûr, selon votre dernière expérience, suivant votre contexte, faire une moyenne éventuellement des cahiers des charges que vous avez pu produire ou fait produire par vos équipes. Alors, on va regarder. Moi, je vais répondre aussi, tiens, puisqu'il s'affiche aussi de mon côté. Hop. Donc voilà, on a des réponses qui commencent à arriver. Donc on est à un tiers pratiquement, entre 3 à 6 mois pour 30%, entre 1 à 3 mois pour 26% maintenant. Et un tiers entre 1 et 3 mois. On commence à voir là, et ça se bataille entre 2 semaines et 1 mois et 3 à 6 mois. Ce que nous, on vous propose de voir dans cette présentation, c'est comment il est possible, avec les bons outils et surtout la bonne intelligence artificielle, quel que soit le délai, puisqu'en fait, il va dépendre souvent du périmètre sur lequel vous allez devoir travailler. On va voir comment on peut diviser par 2, en moyenne, le temps de rédaction d'un cahier des charges. Alors, si on parle de notre retour d'expérience, on va tout d'abord évoquer le constat que nous avons réalisé sur l'activité d'ingénierie des exigences, c'est que le délai de rédaction, il est dans tous les cas particulièrement long sur les exigences métiers. On a souvent une documentation fonctionnelle qui est difficilement exploitable. Les exigences métiers sont souvent assez mal structurées, elles sont ambiguës. Voilà, il peut y avoir aussi des problèmes de complétude et des choses qui ne sont pas explicites. On constate sur les projets, souvent après coup, des lacunes sur leur présence. Et par ailleurs, les spécifications fonctionnelles détaillées qui amènent quand même un niveau en termes de règles de gestion et de finesse du besoin, elles sont souvent non lues par le métier. Donc les conséquences que l'on connaît, c'est des reworks très importants, ou en tout cas assez importants sur les projets, soit même en phase de développement, en recette, ou voire après la mise en production. Et bien sûr, tout ça opère sur les projets des dépassements budgétaires et des dérives calendaires récurrents. Alors, donc la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle peut-elle générer de bonnes exigences? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est une bonne exigence. Je vais laisser la parole à Louardi sur ce qu'on appelle le Specification Maturity Model. Est-ce que tu peux nous introduire, Louardi? Oui, merci Cédric. Donc,
Alors voilà, donc le modèle de maturité qu'on propose, il est en plusieurs étages, inspiré quelque part, ces étages inspirés de CMMI, voilà, qui propose un modèle de maturité global pour une entreprise et sa DSI. Alors là, on va aller dans le vif du sujet sur le modèle de maturité, sur la partie spécification et donc les exigences. Alors, le niveau 0, il n'y a pas d'expression des besoins utilisateurs où elles sont laconiques, c'est-à-dire un simple post-it ou transmise juste un petit email et on demande à partir de là de faire un système de gestion des stocks, voilà, pour un peu caricaturer. Après, le niveau suivant, c'est qu'on a des spécifications fonctionnelles détaillées qui existent, mais comme l'avait évoqué quelque part Cédric précédemment, qui ne sont pas lues par le métier ni validées parce que elles sont pas compréhensibles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais c'est une configuration qu'on observe assez fréquemment. L'étage suivant, là, il y a vraiment un gros progrès puisqu'on se retrouve avec des spécifications détaillées qui sont compréhensibles par le métier, par les développeurs également, et validées. Alors, donc on a parlé de qu'est-ce qu'une bonne exigence, etc. Alors, il y a des normes qui précisent ce qu'il faut faire pour avoir un bon niveau de qualité d'exigence. Les normes IEE 1233, 830 des années 1998, alors et qui sont toujours parfaitement d'actualité et qui peuvent être résumées dans l'acronyme que j'ai vu apparaître tout à l'heure, là, l'acronyme INVEST. Voilà, globalement, ici, on est à un niveau, on va dire Invest. Voilà, niveau 2, ce serait le niveau Invest pour simplifier. Et le niveau 3, donc l'étage supérieur, là, on a des spécifications détaillées qui incluent les cas de test. C'est-à-dire que on se contente pas d'exprimer les besoins, avoir un ensemble d'exigences, mais on les accompagne avec des critères d'acceptation, des tests d'acceptation. Et globalement, c'est ce qu'on aurait tendance à retrouver lorsque c'est fait correctement, donc dans des approches agiles qui ont tendance à pousser l'idée on rédige un item de backlog, une user story, et on l'accompagne avec des tests d'acceptation, un format de type Gherkin, when, given, when, then, pardon. Voilà, là c'est l'étage, le troisième étage. Après le niveau 4, là on a des spécifications exécutables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que au-delà d'un texte, de texte et de schéma, on a une application, pas pour exécution, pour utilisation en réel, en finale, pour être mise en production, mais sur laquelle on peut faire des simulations, sur laquelle on peut jouer. C'est pour ça qu'on l'appelle mode player ou bac à sable. Donc, c'est une sorte de prototype de l'application qui traduit le besoin, mais de manière visuelle, de manière tangible, et non pas uniquement écrite. Et ensuite, en termes de niveau de maturité, le niveau 5 qu'on propose, c'est des spécifications qui sont toujours à jour, donc qui reflètent tant en profondeur qu'en complétude la totalité du système, ou en tout cas toutes les parties critiques du système. Alors après, c'est un peu comme sur le modèle de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow. On peut faire bouger des étages au besoin. Là, pareil, on peut éventuellement avoir une autre vision en termes de modèle de maturité. Mais voilà, c'est un modèle qu'on propose pour inspiration et réflexion. Bien, merci, voilà. Merci beaucoup, Louardi, pour cette description. Maintenant qu'on a répondu de cette façon, en fait, voilà, qu'est-ce qu'une bonne exigence, en tout cas dans quel contexte elle peut être produite et les différents niveaux de maturité que tu as parfaitement expliqué, ça nous donne une vision un peu holistique de la production des exigences. Maintenant, on va s'intéresser dans la question d'origine, l'IA peut-elle générer de bonnes exigences, à qu'est-ce qu'on attend aussi et quelle est la définition d'une IA. Alors, quelles sont les promesses que l'IA nous fait? En tout cas, nous, celles qu'on attendait dans son usage, c'est dans un premier temps la réduction des erreurs, qui sont bien sûr humaines dans ce processus artisanal de génération des exigences et de production. Effectivement, amener une sorte d'industrialisation et d'intelligence complémentaire, c'est dans un premier temps pour en réduire les erreurs. Le deuxième point qui nous paraissait très important, c'était de réduire la pénibilité. En effet, on travaille sur la matière de la rédaction qui parfois est assez longue, sur des cycles itératifs voilà, et de la répétition. Et donc, il fallait réduire au maximum la pénibilité d'un certain nombre de tâches. L'autre point, le troisième point, c'est bien sûr le gain de temps. Si on utilise, voilà, on semi-automatise des tâches où on a un gain de temps qui est
qui est voulu par le processus, donc pour gagner en délai, bien sûr. Et enfin, le dernier point auquel on attendait, parce qu'on avait déjà cette expérience avec certains usages de l'IA qu'on avait, c'était accroître le plaisir. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où vous réduisez la pénibilité, vous augmentez le plaisir à faire les choses et à faire le process, vous allez en efficacité et en motivation gagner énormément de points. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit jeu, un petit test. Je vais vous présenter quatre rédactions A, B, C, D. Alors la première, toute action de validation effectuée par l'utilisateur doit être approuvée automatiquement par une seconde validation de l'utilisateur, nécessitant une confirmation de la première validation. Je vous laisse lire les suivants, B, C et D, et vous allez pouvoir, au travers du sondage qui va s'afficher, m'indiquer, et vous pouvez déjà dès le noter, quelles sont les exigences qui ont été écrites par une intelligence artificielle. Donc par déduction, les autres ont été écrites par un humain. Je vous laisse le temps de regarder les textes attentivement. Et je vais lancer le sondage. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de lire. Donc je vais les lire rapidement, comme ça vous laissera le temps de répondre. Donc le A, vous l'avez entendu. Le B, c'était définition de profil utilisateur, attribution à chaque profil, des fonctionnalités accessibles et du périmètre de données accessible. Le C, c'est la saisie devra être réalisée sur un écran qui présentera un affichage type grille horodatée de programmation indiquant les créneaux des intervenants. Et enfin D, les données doivent se synchroniser instantanément à chaque modification toutes les 24 heures pour garantir la fraîcheur de l'information. Donc là, bien sûr, on est sur des exigences d'un niveau... voilà, ah oui, j'ai oublié de cliquer sur... non, c'est bon. Hop, je soumets le mien. Voilà, donc ce qui se dégage en tendance, c'est les réponses C, A. Vous pouvez bien sûr en sélectionner plusieurs. Voilà, c'est C qui est en premier pour une IA, la A derrière, suivi de la D. Je pense que la tendance se confirme. C, ah non, le D est passé devant le B. Voilà, C, A, D. Il y a pas mal de participation. Le C gagne largement la main. On va vérifier tout ça. Alors, le A était bien rédigé par une intelligence artificielle. Donc, elle était en 3e position dans les votes actuellement. Le B était un humain. Donc, ça, c'était plutôt correctement répondu de façon collégiale. Le C, eh bien, c'était un humain, alors que tout le monde avait plutôt évoqué une intelligence artificielle. Et donc, enfin, le D, une intelligence artificielle. Alors tout ça pour nous amener à vous évoquer en fait notre conclusion, c'est que, alors on en a essayé beaucoup, il faut choisir déjà la bonne intelligence artificielle, et surtout le bon type d'intelligence artificielle. Loardi va nous présenter, Loardi, je te laisse la parole pour nous présenter justement différentes typologies d'intelligence artificielle sur lesquelles on a pu... Donc là, on va pas faire un topo complet de tout ce qui existe en intelligence artificielle. Par contre, quelque part, pour ce qui nous intéresse, donc dans le domaine de l'ingénierie des exigences, on peut dire qu'il y a deux types de catégories ou de familles d'IA qui peuvent nous intéresser. Donc les IA généralistes, quelque part, style ChatGPT et ses émules. Donc on pose des questions et on a un retour, voilà. Donc et des questions sur tout sujet, voilà. Prompt sur tout sujet. Et on a les IA spécialistes qui, elles, sont dédiées vraiment à une activité précise, donc qui sont vraiment tunées, entraînées sur une activité précise, comme par exemple la conduite autonome de Tesla, ou bien avant cela, donc les traducteurs tels que DeepL, Google Traduction, l'OCR également, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui sont donc la reconnaissance de caractère qui existe depuis longtemps. Donc voilà, on a soit des solutions de type très spécialisées sur une tâche, ou des systèmes qui sont généralistes. Donc la question qui est posée, donc plutôt généraliste, plutôt spécialiste. Donc on va poursuivre en regardant un peu les expérimentations qui ont pu être faites. Tout à fait, Loardi. Donc pour illustrer d'ailleurs ces deux familles, ce qu'on a voulu faire, c'est, et vous avez sûrement dû déjà essayer notamment ChatGPT, on lui a proposé un prompt
en se nommant déjà comme analyste business analyst senior, pardon, et on lui a donné quelques informations. Donc là, c'est sur un cas d'école. Je travaille pour une bibliothèque et on lui donne des informations sur à la fois la gestion des auteurs, les livres, les maisons d'édition et sur une toute petite activité d'emprunt. Et ce qu'on va pouvoir visualiser, c'est ici sur la réponse. Donc là, le prompt et voilà. Et là, on lance la rédaction des spécifications. Et on peut voir que il arrive déjà à nous parler de manière assez simple du contexte et des objectifs, qui est une bonne pratique au niveau du cadrage. Il enchaîne ensuite sur les spécifications fonctionnelles, où il va détailler à la fois tout ce qui est donné et ensuite nous indiquer quels sont dans chaque domaine de gestion qu'il a détecté les fonctionnalités de base. Donc sur la gestion des adhérents, on arrive enfin à la gestion des emprunts. Donc c'est voilà. On a ici un chapitre automatiquement généré sur les règles métiers, donc qui permet d'isoler un certain nombre de règles de gestion. Ensuite, on passe directement aux spécifications techniques avec une vision, on va dire, un peu plus formelle et normée de la description des données et les relations qui les lient. Et il arrive même à induire automatiquement des spécifications non fonctionnelles, donc des notions de performance, de sécurité, d'ergonomie, comme quelques indications sur l'interface utilisateur, et qui donne une première base. Donc avec le petit prompt qu'on avait mis au début, on a déjà une structure de document qui paraît intéressante. Alors nous, on a fait bien sûr beaucoup plus de tests. Donc ce qu'on a pu en déduire de nos tests sur ces IA, c'est qu'effectivement une IA généraliste va permettre d'avoir une base de spécifications rapide, qui peut être compatible avec le niveau 2 ou 3 du Maturity Model qu'on vous a présenté au début. Et donc de ce fait, c'est une base qui a une forte valeur pour les business analysts, qu'ils soient juniors ou seniors d'ailleurs, pour entamer les travaux et interroger, d'avoir des exigences déjà un petit peu pré-générées. Alors on a vu qu'elles n'étaient pas du tout de la forme Invest, mais bon, ça permet déjà d'avoir quelque chose une base de démarrage, et la rédaction était particulièrement claire. Voilà, c'était une rédaction qui était plutôt d'une bonne qualité. Alors les inconvénients, nous, qu'on a détectés assez vite, c'est déjà un problème de sécurité des données, puisque là, on peut communiquer à une IA, si on veut rentrer dans le détail et dans des résultats qu'on a pu voir, il faut lui donner de l'information précise sur l'activité qui est gérée, et donc ça peut poser des problèmes de sécurité des données et de partage de l'information. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que la couverture est partielle. Donc voilà, si on fait juste travailler une IA générative uniquement sur de la donnée en entrée, même si on itère plusieurs fois, on a quand même une couverture qui est quand même partielle. Et on a un risque, à force de l'utiliser, un risque d'hallucination. Donc ça, c'est quand une intelligence artificielle part un petit peu, on va dire, dans des coups de folie ou bien des erreurs. Et donc on a un risque, si on contrôle pas bien les choses, de laisser passer des choses qui n'ont rien à voir avec le périmètre. Donc, du coup, nous, ce qu'on s'est dit assez vite, alors ça fait des années qu'on travaille sur le sujet, c'est qu'il vaut mieux une IA spécialisée, dédiée, donc qui va vraiment être dédiée à l'activité de la génération d'exigences dans le cadre de projets, et surtout sécurisée pour garantir en fait la confidentialité des données. Alors, je vais, Loardi, est-ce que tu peux du coup décrire un petit peu, j'ai évoqué rapidement le chemin, et donc pour évoquer plus de 10 ans qu'on travaille sur l'outillage en fait de l'ingénierie des exigences, je te laisse présenter un peu l'évolution qu'on a eue sur nos outils. Voilà, effectivement, donc à partir de 2002, donc on a beaucoup commencé à travailler sur les sujets de la business analyse et de l'ingénierie des exigences. Et on a également travaillé sur, on a fait de la R&D et de l'outillage. On a mis au point, on a une approche de spécification formelle de type OCL et langage B. Donc ça, c'est dans les années 2002.
Et à partir de 2003-2004, donc on a mis au point un système qu'on a appelé ChaOffice, un plugin qui se met sur Word et qui est une approche quelque part d'un traitement automatique du langage, donc pour des contrôles de spécification, de qualité des spécifications, voilà, identification des flous, recherche de redondance, structuration du document et des exigences. Voilà, donc on est dans le domaine de l'IA, donc de l'IA à l'ancienne, on va dire, mais de l'IA, et qui permet donc de faire des contrôles de qualité. En 2010, là, en fait, on a réécrit complètement ChaOffice pour le faire passer en .NET et pour le basculer sur 365 et on l'a réappelé donc bien Companion pour dire que c'est le compagnon, c'est l'assistant du business analyst. Alors, voilà, et bien Companion a fait l'objet d'améliorations au fil des années et donc utilisé pour la réalisation de cahiers des charges, de spécifications. Ensuite, en 2017, donc on a sorti donc ce qu'on appelle SandDoc. À l'époque, on l'appelait AutoConcept. Donc c'est une application, un système qui fonctionne en mode web, donc sur en SaaS cloud et qui permet d'aider à la conception, à la génération des modèles de données, d'architecture fonctionnelle et de livrables, spécifications détaillées ou user story. Donc, et c'est un système qui est utilisé et qu'on a amélioré au fil des années. Et voilà, très tourné spécification, voilà. Que ce soit en V ou en agile. Et en 2023, donc là, on a travaillé sur les tests. Donc, c'est SandTest, un système qui permet de faire des tests automatisés, mais écrits non pas dans un langage informatique, mais dans un langage naturel. Donc, en langue naturelle et qui peut et après exécuter en automatique. Et globalement, ensuite, on a fusionné SandDoc et SandTest pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui Sand, parce que les deux systèmes, même s'ils ont une grande autonomie, se parlent, sont couplés. C'est-à-dire que SandDoc, génère des scénarios de test qui sont exécutables en mode automatique sur SandDoc. Donc, on génère sur SandDoc des cas de tests et on les exécute sur SandTest. Voilà, donc juste en simple, ça fait bon nombre d'années qu'on fait de la R&D appliquée, et utilisée donc sur ces sujets-là. Voilà. Merci Eduardi. On va maintenant voir du coup le résultat de ces travaux de recherche et développement qu'on mène depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc, on va présenter le même prompt qu'on a présenté à ChatGPT à Sand pour vous donner une vision un peu plus claire de cette solution. Alors, on peut voir ici l'interface de Sand, donc, qui est un outil en ligne. Je vais ici lancer la vidéo. Donc, on a une assistance vraiment de bout en bout au niveau de la rédaction. On commence, là, on voit le prompt qui a été déjà mis là dans l'outil et ça a permis de générer automatiquement le modèle de données. Donc ça, c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup dans même les ateliers visuels qu'on peut faire avec les métiers pour cerner le cœur de métier. On a bien sûr ensuite ce qu'on appelle, nous, le modèle conceptuel fonctionnel, donc la cartographie des fonctionnalités avec de l'IA qui va permettre d'aller étendre le périmètre en challengeant les métiers et va permettre d'aller sur une activité donnée, va nous proposer des fonctionnalités complémentaires. On peut générer des cas de test automatiquement aussi par IA. Voilà, vous avez quelques exemples ici qui ont été générés en direct par l'IA. Et on peut les avoir aussi en mode encore plus formel, en mode Gherkin. Voilà. Ici, tout ça a été, toujours à partir du prompt que vous avez vu au début, tout ça a été généré vraiment automatiquement par l'outil et peut bien sûr être ajusté, modifié, enrichi sur l'ensemble des éléments que vous venez de voir. On va ensuite voir une particularité aussi, c'est le jeu de données. Donc en fait, tout ça a été généré également par l'intelligence artificielle dédiée qui va alimenter automatiquement des valeurs en reconnaissant globalement le nom des attributs et va permettre de pouvoir visualiser en réel de manière conceptuelle en fait les données et des jeux de données. On peut bien sûr faire de la modélisation classique sur tout ce qui est process, état, maquette d'écran, etc. Donc avec un outil intégré qui permet de réaliser ces graphes. On a quelques outils de gestion de projet qui sont intégrés aussi dans l'outil.
Et voilà, quand on clique sur le bouton livrable, on a déjà une prévisualisation complète du livrable qui a été généré, donc qui reprend tous les éléments qu'on a vus, à la fois le cœur de métier au niveau modélisation de données, un premier niveau de modélisation de fonctionnalité. Et là, vous avez, via le bouton bac à sable, une application qui a été entièrement générée automatiquement également et qui permet de visualiser les fonctions basiques de création, de modification, de lecture des informations et qui permet déjà dans certains ateliers dynamiques avec les utilisateurs, de pouvoir échanger, partager un peu une vision maquettée, bien sûr assez simpliste, mais qui permet de challenger un petit peu sur la présence des données, voilà, les valeurs qu'on veut avoir, les liens entre les informations. Et tout ça est toujours généré automatiquement depuis le prompt que vous avez vu au début. Voilà, et bien sûr, tout ça peut être exporté en différents formats. On les a vus très rapidement, mais on peut exporter bien sûr tout ou partie, et bien sûr le livrable complet sous Word qui peut être exporté et ensuite retravaillé également avec notamment BA Companion qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est toujours un outil qu'on utilise dans la gestion ensuite dans Word des exigences. Alors, du coup, le bilan, alors Sand, qu'est-ce que c'est et quel est le bilan de cet outil? C'est déjà un outil qu'on a voulu souverain et sécurisé. Tous nos serveurs sont en France, plus précisément en Corrèze. Et tout ce qui est travaux via IA, il n'y a aucune rétention de données qui est faite. Voilà. L'IA répond en temps réel et tout est en local. L'objectif qu'on a voulu atteindre avec cet outil, c'est effectivement d'atteindre le niveau 4 à 5 du Maturity Model que vous avez vu. Et donc, vous avez vu que la fonction bac à sable, elle est là, c'est-à-dire que vous avez description du modèle de données et vous arrivez tout de suite à avoir une application exécutable. Les jeux de données automatiquement générés alimentent automatiquement ce bac à sable et bien sûr, ces jeux de données sont enrichissables via tout simplement les écrans du bac à sable et on peut rajouter de la donnée comme on veut. Ou bien on peut le faire directement en import dans chacun des objets métiers. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet pour nous une couverture accrue pour les exigences et bien sûr pour les tests, puisque là, les tests étant directement générés à partir des exigences, si on a des exigences complètes et détaillées, automatiquement les tests seront également beaucoup plus complets. Et donc, il y a un bénéfice fort pour un business analyst d'utiliser ces outils. Ce que je peux aussi, en termes de précision et d'usage de l'outil, au-delà de sa manipulation, c'est que c'est un outil, on le verra plus loin, mais qui est un vrai outil de communication avec les métiers également. Loardi, je te laisse évoquer l'étude qui a été réalisée. Donc, voilà, il y a un cabinet Costhouse, qui est un cabinet spécialisé dans l'évaluation de la performance de processus, que ce soit des processus industriels, tertiaires ou autres, dans les services. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils œuvrent donc sur ces sujets-là, et donc ils ont fait un benchmark pour analyser cette approche, cette solution. Et donc voilà le résultat de leur benchmark. Donc en synthèse, voilà, il y a une réduction des délais de spécification qu'ils estiment au mieux pouvant être de un peu plus de 70% et au minimum des gains qui peuvent être en termes de délai de 27-28%. Également, ils ont fait une mesure sur les coûts, donc avec des min et des max, coût des tests. Donc, les tests peuvent être réduits, donc le coût des tests peut être réduit jusqu'à près de 80%, au mieux, et au minimum, ils estiment à un peu plus de 40%. Une réduction également au niveau moindre sur l'ensemble du coût total des projets, donc au mieux jusqu'à 17% et au moins 5%. Alors voilà, ça c'est leur résultat. Je pense que nous on pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, mieux sur la partie totale du projet. Mais voilà, c'est une étude qui est neutre et donc en synthèse, voilà, deux fois plus rapide sur la conception, 3 fois plus rapide sur les tests. Alors j'ai vu dans l'un des commentaires, dommage que la seule motivation actuelle côté management soit de faire des économies avec comme objectif des chiffres ad hoc comme 60%, etc. Alors la remarque pour moi elle est vraiment intéressante, pertinente. Alors voilà, moi je suis du
du côté de la barrière où on doit faire des projets, etc. Et ce que je constate depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, voire plus de 30 ans même, c'est que quelque part, il y a des choses qui sont invariantes et qui n'ont pas bougé. C'est la sous-estimation des projets. Donc, sous-estimation de toutes les phases, de toutes les activités. Donc, moi aujourd'hui, je me sens un peu plus confortable à faire les projets, donc quelles que soient les phases, en étant aidé. Voilà. Donc, pour mieux absorber les contraintes des sous-estimations inhérentes en termes de charge et de délai. Merci Edouardi. Je pense que du coup, pour illustrer ça, on va peut-être passer aux applications concrètes de mise en œuvre et les 3 cas d'usage qu'on va pouvoir partager avec l'audience. Le premier cas d'usage que tu peux nous décrire, c'est celui de la réalisation, de la refonte d'un back-office d'un organisme de formation. Voilà, tout à fait. Et donc là, moi, je parlais de cas d'usage sur lesquels j'ai été impliqué directement, donc pas les autres. Donc sur celui-là, globalement, le retour, ça a été surtout une facilitation des ateliers. Donc avec le partage graphique, que ce soit déjà le modèle de données, donc ça peut surprendre, mais ça passe très très bien. L'architecture fonctionnelle également, ça passe très très bien. Et également, parfois on peut penser se comprendre dans le dialogue. Et là, ce qu'on a bien constaté, c'était que l'usage des jeux de données avec le diagramme, notamment sagittal, permet vraiment d'éliminer beaucoup d'incompréhension. Et également, le bac à sable, tel que tu l'as montré tout à l'heure, Cédric, permet vraiment d'éliminer beaucoup d'incompréhension parce qu'ils ont quelque part en main une application telle qu'elle pourrait être, mais pas avec toute la charte graphique, toute l'esthétique, toutes les subtilités, toutes les finesses. Mais globalement, ça donne quand même une ossature très très représentative et ça permet d'avoir des retours très vite en atelier sans avoir à lire des tonnes de spécifications. C'est-à-dire que en même temps qu'on fait l'atelier, on se balade, on va sur le jeu de données, on va sur la partie bac à sable et c'est compris de l'autre côté et on collecte les informations. Et derrière, ça a permis de produire donc des spécifications générées pour une bonne partie et une autre partie nécessitant vraiment de l'intelligence humaine. Et voilà, cet ensemble, ce bon mix, là, cette approche blended, nous permet d'être beaucoup plus confort vis-à-vis de l'interaction avec l'intégrateur et éditeur. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner juste rapidement un petit indicateur de la dimension de ce projet, juste pour qu'on puisse situer Oui, c'est un projet qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans, donc qui mobilise en termes de business analyst 4 à 5 business analysts, qui a mobilisé en moyenne 3 à 4 à 5 business analysts, dont un QR. Pardon. Ok, merci beaucoup. On va passer maintenant au deuxième cas d'usage en description. Donc, c'est la rédaction d'un cahier des charges pour sectionner un logiciel, donc pour un appel d'offres. Voilà, là tout à fait. Donc là, c'est une société qui est dans l'immobilier, dans les bureaux, voilà, le mobilier, et qui souhaite repenser complètement tout son système d'information et la partie vraiment de la prise de commande jusqu'à la consultation des fournisseurs, la livraison, voilà, tout le process jusqu'à la facturation également. Et donc, système qui existe déjà, mais qui nécessite d'être repensé complètement. Et donc, il fallait assez rapidement produire un cahier des charges pour lancer l'appel d'offres. Donc, globalement, de la même façon, donc les ateliers ont été menés en partageant le modèle de données, les jeux de données, etc. Et ça a permis de produire donc le cahier des charges avec donc un appel à des soumissionnaires. Près de 7-8 candidats, donc et la shortlist est en cours. Voilà. D'accord, merci Edouardi. Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu aussi un usage aussi de reverse engineering, puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas vu dans la démo précédente, c'est que l'outil est capable aussi d'analyser des documents et de pouvoir pré-générer des modèles de données avec des documents en entrée. Effectivement, donc sur ce projet-là en entrée, il y avait une documentation plus ou moins bien faite, donc d'une centaine de pages. Globalement, ça s'appelait manuel de procédure de mémoire, qui décrivait les choses. Voilà. Donc, on a fait passer de la technologie derrière pour arriver à rétro-modéliser. Et ça nous a permis la rétro-modélisation permet de
de construire des blocs. Voilà, elle produit des blocs et des blocs fonctionnels quelque part. Et donc derrière, ça nous a permis de définir, voilà, tel atelier c'est tel bloc, tel atelier c'est tel bloc, tel atelier c'est tel bloc. Et donc ça nous a facilité l'animation donc la planification et l'animation des ateliers. Voilà. Ok, merci Mardi. On va finir par le dernier cas d'usage qui est là un cas de recette d'une application web. Voilà, tout à fait. Donc c'est un contexte donc où voilà, des releases fréquentes livrées avec du QA qui arrête pas de tester, retester, et après ça passe côté métier avec donc voilà une grosse charge de tests avec des régressions, recorriger, recéter X fois la même chose. Voilà. Et donc, on a beaucoup travaillé avec eux pour automatiser donc les tests, donc en utilisant Sand de la partie test. Et donc derrière, une fois qu'on a écrit notre script de test, et on a assisté pour l'écriture du script de test, même en langage naturel, on a assisté. Et derrière, voilà, on sait qu'on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et tous les éléments sont vérifiés en automatique. Voilà, et donc avec des indicateurs qui sont produits. Oui, tout à fait. On peut enchaîner plusieurs scripts l'un après l'autre. Un script, on appelle plusieurs, donc ce qui permet de faire des scripts de bout en bout. D'accord. Oui, de passer, je crois, ouais, c'est ça, des tests de bout en bout, puisqu'il y avait des scénarios qui nécessitaient d'accéder à plusieurs applications web, et donc d'enchaîner ces scénarios de bout en bout avec l'outil. Il y a une partie, on va dire back-office, et une partie front. La partie front, c'est sur le Salesforce. La partie back-office, c'est du spécifique. Et le process donc commence d'abord sur le back-office, où le catalogue est défini. Après, ça bascule sur Salesforce, où là se fait la contractualisation, la vente, et en plus ensuite les commandes, donc les ventes sont transmises au back office. Donc là on faisait pas du test d'API, on faisait du test de bout en bout. Voilà, donc on se connecte au back office, on crée les articles, on va de l'autre côté, on passe les commandes et ainsi de suite. Donc, voilà, du test de bout en bout utilisateur. Et tout ça décrit en langage naturel. Très bien. Merci beaucoup, Lordi, pour ces 3 cas d'usage. Je vais donner une petite synthèse de cette conférence avant de pouvoir répondre à vos questions. Donc là, ce qu'on a pu nous essayer de vous transmettre dans cette conférence, c'est de choisir la bonne intelligence artificielle. Donc une simple intelligence générative, une IA générative ne suffit pas. Et notamment pour des raisons de sécurité, entre autres, des données, qui est pour nous essentiel dans le contexte des projets et de la confidentialité. On peut parler ensuite des bénéfices pour les métiers. Donc, Lordi l'a évoqué avec les retours d'expérience qu'on a de nos clients sur nos ateliers et nos phases de construction des livrables. C'est qu'il y a un vrai levier de fédération et de motivation des équipes métiers. Et oui, c'est un bénéfice de l'utilisation de ces IA, puisqu'elles permettent d'accélérer certaines tâches et notamment de pouvoir partager en temps réel avec les métiers, tout simplement. Des mises à jour sur le modèle de données peuvent tout de suite être vues dans les jeux de données et également dans le bac à sable. Donc ça permet d'avoir comme ça des boucles de rétroaction avec eux sur des impacts ou des mises à jour qui sont faites et des validations presque en temps réel sur la spécification. Et donc ça, l'autre aspect, c'est la transparence et une visibilité accrue des métiers en fait sur ce qui est réalisé par le business analyst. Il voit concrètement les choses avancer. Voilà, le partage est pratiquement en temps réel sur les travaux, notamment au niveau des ateliers. Et à l'atelier suivant, il voit aussi le modèle de données qui s'agrandit, les fonctionnalités qui s'augmentent, les exigences qui sont produites et les tests aussi derrière. D'un point de vue business analyst maintenant, si on prend l'activité et les acteurs de cette activité qui sont centraux, bien sûr, l'IA facilite grandement leur travail, d'accord. Donc là, c'est vraiment un outil qui facilite les activités et les différentes actions à mener dans la business analyse. Ça accélère donc du coup la production, mais qui laisse aussi plus de temps, justement, pour se poser les bonnes questions. Parce que souvent, c'est le temps qui manque et qui, par défaut, on va valider trop vite, on va pas avoir le temps de se poser, on va pas avoir le temps de faire certain nombre de contrôles. Donc, en fait, cette accélération de la production va permettre aussi, on va le voir par la suite, d'augmenter la qualité, en fait.
Et ça permet de développer des compétences, parce que l'IA va être un petit assistant qui va venir vous aiguiller et des fois vous piquer en disant attention, est-ce que là tu es sûr de ce que tu as fait, puisque j'ai détecté que il manquait telle chose, ou voilà, ou tiens, est-ce que tu n'as pas oublié de faire ça? Donc ça permet aussi au fur et à mesure de l'usage d'acquérir des nouveaux réflexes et donc du coup de développer les bonnes compétences. Et ensuite, pour répondre, c'est les bonnes exigences. Et ben, effectivement, l'IA permet pour nous, dans le mode où on l'a décrit avec une IA spécialisée, d'améliorer la complétude, vraiment de l'analyse, d'en améliorer la cohérence, puisque les contrôles, et notamment, on l'a vu, notamment entre les exigences et les tests, ben, il y a un lien qui est directement fait par l'outil. Et bien sûr, la qualité, comme je l'ai évoqué juste avant, par des contrôles divers et variés, mais aussi par le gain de temps qui va permettre au business analyst de passer plus de temps pour la mise en cohérence et le contrôle. Et d'un autre point de vue, c'est aussi la validation et la notion de compréhension des exigences qui peut être aussi améliorée dans le process de travail assisté par un outil de type intelligence artificielle, comme nous avons développé avec Sand. Voilà, j'espère que cette conférence vous a apporté des éléments de réflexion et de curiosité. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions. Donc, j'ai essayé de les mettre par vote. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de répondre dans le temps qui nous est imparti. Première question, comment les résultats IA ne sont pas sauvegardés? Sur quelles données est entraînée l'IA de Sand? Comme les résultats de l'IA ne sont pas sauvegardés, sur quelles données est entraînée l'IA de Sand? Ton micro est coupé, est-ce que tu peux le rallumer? Voilà. Alors, ce qui est sauvegardé, donc lorsqu'on construit donc sur Sand son projet, on l'enregistre. Donc comme on enregistre un fichier Word, un fichier Excel, donc il est enregistré sur le cloud. Par contre, il n'y a pas d'entraînement basé sur sur les documents qui sont enregistrés. Ok. Oui, c'est-à-dire que l'IA est déjà entraînée comme une IA générative classique. En tout cas, sur la partie générative qu'on utilise dans notre IA, et en fait, il y a plusieurs IA qui ont été, mais en fait, sans décomposer de plusieurs intelligences artificielles. Et donc, l'entraînement peut être global. Donc, il n'y a pas d'enregistrement. Effectivement, il n'y a pas d'éducation via les données qui sont fournies et transmises par l'utilisateur. Voilà, c'est des systèmes déjà pré-entraînés. C'est ça. Deuxième question, cet outil est-il sous licence? Avez-vous des formations spécifiques? Alors, oui, l'outil est sous licence, donc tous les éléments précis concernant la licence, donc sa tarification sont en construction, et voilà, le lancement commercial va se faire début l'année prochaine, et donc une licence avec un abonnement mensuel en fonction du nombre d'utilisateurs, de l'usage, et il y a bien sûr de l'accompagnement. Voilà. Oui, sur les formations, il faut savoir que nous avons déjà un centre de formation qui forme nos consultants, mais également nos clients sur beaucoup de pratiques. Et bien sûr, il y a déjà une formation qui existe sur l'outil, qui est pour l'instant testée en interne et qui sera disponible au moment du lancement commercial. Une question qui reprend un petit peu le début. Y a-t-il un mode apprentissage de l'IA Sand? Est-ce qu'elle peut s'améliorer et apprendre des correctifs humains pour mieux réagir à la génération suivante? Y a-t-il une boucle d'apprentissage? Alors aujourd'hui, non. Donc il n'y a pas d'apprentissage. Donc les données enregistrées ne sont pas exploitées à ces fins-là. Donc probablement, donc on pourra proposer ce genre de choses l'année prochaine aux utilisateurs qui accepteront de partager, de permettre l'exploitation de leurs données. Mais aujourd'hui, non, c'est pas inclus dans ça. Donc c'est des systèmes qui sont déjà pré-entraînés. Et par contre, donc avec l'expérience qu'on a donc sur les projets, on découvre quelque part des besoins, etc. Et on enrichit donc en fonction des erreurs qu'on peut constater qui n'ont pas été identifiées par le système. On trouve de nouveaux ou algorithmes ou réseaux de neurones entraînés pour aider à augmenter la qualité. Le service rendu par le système. Parfait. Peut-on gratuitement essayer cette application pour notre contexte et dans quelles conditions, s'il vous plaît?
Alors pour l'instant, non, elle n'est pas disponible gratuitement. Voilà. OK. Question suivante. Alors, bonjour, super présentation. Peut-on, avec l'outil Sand, faire la même génération de spécifications sur des systèmes plus complexes, hardware plus software, avec simulation et génération de jeux de données? Alors, hardware, software, donc je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'elle peut être un peu précisée? Bah, à mon avis, c'est la partie système. Ça veut dire que Ah, vous n'êtes pas oui, uniquement donc, logiciel, donc, vous un peu intégrez des plus, spécifications système. ouais, un peu plus, on va dire, informatique industrielle, ce genre de choses. Donc, Oui, ou même des systèmes embarquant du logiciel, mais avec du matériel derrière. alors il peut aider, mais c'est pas là où ce système va apporter le plus de valeur. Donc, il va plus apporter de valeur sur des systèmes front office ou back office avec des données stockées sur le système sur lesquelles on va faire des enregistrements, des recherches, des listes. Euh, une application, on va dire, entre guillemets, de gestion, qu'elle soit côté front ou côté back. OK. Ça va être ça va moins apporter de valeur sur un système, par exemple, de l'informatique embarquée, de l'informatique industrielle. Là, ça apporte de la valeur, mais moins. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que votre IA est plutôt spécialisée sur ce que vous venez de dire. Voilà. Exactement. Alors, peut-être que plus tard, on sera capable d'aborder d'autres périmètres, mais aujourd'hui, on est plus spécialisé sur des systèmes donc de cette nature. Question suivante. Oui, pardon. N'avez-vous pas noté un effet négatif sur les juniors en termes de montée en compétences et dépendance de la solution? Intéressant comme question. Alors, je trouve que c'est une bonne question. Alors, en fait, nous, quelque part en interne, ce système-là, il révolutionne notre façon d'enseigner aux juniors. Donc, auparavant, les juniors, on leur enseignait, au départ, c'était en présentiel. Après, on a fait du e-learning avec des vidéos, des quiz, des QCM, voilà, un tas de systèmes d'apprentissage. Et là, avec cette mécanique-là, on révolutionne, nous, notre façon d'enseigner en interne. Donc, on les amène lorsqu'ils conçoivent des exigences, etc., ils peuvent concevoir des exigences qui, en fait, ne veulent strictement rien dire ou qui sont archi floues, qui n'ont pas forcément de sens. Donc, avec cette mécanique-là, quand ils produisent des exigences, ils visualisent via le bac à sable ce que ça donne en réel. Et là, donc, ça leur donne, ça leur permet de beaucoup mieux comprendre les choses et de rectifier leurs exigences. Quelqu'un qui a un passé de développeur, qui a vraiment fait des applications concrètes, qui a testé, etc. Voilà, il sait concrètement ce que c'est que les choses et quand il va écrire une phrase, une exigence, elle aura vraiment a priori quand même pas mal de chances d'avoir du sens. Par contre, quand il n'a pas cette expérience-là, il va pouvoir écrire des phrases qui ne sont pas des exigences, qui ont une apparence, mais qui ne le sont pas. Et donc, non, le système, il est plutôt positif pour il aide à accélérer. Apprendre la modélisation, c'est quelque chose qui peut être vu comme très complexe, la modélisation des données. Et là, eh bien, ça donne quand même, ça aide vraiment à mieux accéder à ça et ça devient moins rebutoire. Oui, il y a le côté plaisir qui rentre dans le game avec ce type d'outils. Et on les pousse aussi à une façon de faire, et notamment la modélisation de données. On a des juniors qui ont quand même 2-3 ans d'expérience qui rentrent chez nous et qui se rendent compte qu'ils ont mis parfois 6 mois à faire un cahier des charges à l'époque et qu'avec notre outil, ils auraient pu mettre largement 2 fois moins de temps et surtout en faisant la partie données, cohérence avec la partie fonctionnelle, etc., ce qui n'avait pas du tout été fait avant. Donc en fait, il y a une prise de conscience de plein de choses à travers l'outil et son usage en apprentissage, en fait. Ce que vient d'évoquer Laurent. Question suivante. Oui, pardon. Allez-y, l'outil aide à accélérer l'acquisition des bonnes pratiques. Ouais. Alors, donc, après, quand on a les bonnes pratiques, on peut se passer de l'outil, on va être efficace, mais même si on a les bonnes pratiques, c'est comme pour moi c'est plus agréable d'avoir l'outil. Mais je peux faire sans, par exemple. Question suivante. Les serveurs sont-ils forcément hébergés chez vous? Alors le système, il est il est hébergé donc comme l'a évoqué Cédric en Corrèze. Donc voilà, j'ai pas toute l'architecture, mais il y a des CPU normales, il y a de la GPU, processeur Nvidia, etc. Et aujourd'hui, voilà, c'est hébergé chez nous. Après, si on a un organisme de grande envergure qui, pour X raison, dit voilà, votre système nous intéresse et nous on veut absolument qu'il soit localisé, hébergé en interne, on pourra étudier la question. Ok. Au-delà de la taille de l'équipe, est-il possible d'avoir une idée en termes de dimensionnement des éléments produits,
nombre d'exigences, nombre de fiches de test, temps de génération. Alors, je pense que là-dessus, ce serait plutôt intéressant de faire un nouveau, une nouvelle conférence. On pourra organiser un webinaire dédié à cela, mais vous sortir des chiffres comme ça sur ces sujets-là, non, je ne veux pas. C'est compliqué. Non, ce qu'on peut évoquer juste, il était évoqué le temps de génération. En fait, il n'y a pas vraiment un temps de génération, puisqu'en fait, c'est un processus itératif. Et dès qu'on commence à rentrer des données dans la machine, ce que vous avez vu tout à l'heure, tout est généré derrière. Après, il y a des petits délais sur certaines fonctionnalités quand effectivement une IA. Vous interrogez l'IA pour dire, ben voilà, j'ai une liste de fonctionnalités au bout d'un certain nombre d'itérations, quelles seraient celles qui pourraient être proposées en plus, sur lesquelles j'aurais peut-être pu oublier les choses. Et là, voilà, mais c'est par petites touches, et donc on a des délais qui sont assez courts. Donc il n'y a pas vraiment on n'attend pas 2 jours pour que la machine nous rende le résultat. C'est vraiment en flux continu, quoi. D'accord. Bon, une question toujours sur le temps d'ailleurs, hein, qui arrive ici. Qui est combien de temps faut-il pour produire une spécification à utiliser lors d'un atelier? Je pense que c'est lié également au système. Hein. Alors la question c'est combien de temps faut-il pour produire une spécification détaillée et l'atelier, j'ai pas bien compris. À utiliser lors d'un atelier. Alors j'ai du mal à bien comprendre la question, mais moi ce que je peux dire c'est que avec cette approche-là, donc quand on travaille durant l'atelier, on fait pas derrière on va dire un compte rendu. Voilà. Tout est enregistré à ce moment-là, tout est écrit à ce moment-là, donc modélisé à ce moment-là, et derrière donc à ce moment-là, ça génère la spécification qui évolue avec le temps. Au prochain atelier, on va retravailler, on va réenrichir. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse travailler également entre ateliers. Voilà. Ok. Vous parlez à partir de spec vous partez, excusez-moi, à partir de spec ou à partir de l'application livrée pour générer les tests? Ah, la question est très très intéressante. Donc en fait, voilà, quand on doit fabriquer des tests automatisés, a priori, il faut avoir l'application déjà développée pour pouvoir fabriquer les tests, les scripts de tests automatisés. Donc là, on a une approche qui permet d'écrire, on va dire 90% des cas de tests automatisés avant même que l'application soit développée. Et on peut même tester ces cas de tests avant même que la vraie application soit développée. Donc on n'a pas besoin que l'application soit développée, pas pour fabriquer 100%. Donc il y a toujours on va dire 10 à 20% de réglages pour adapter à la version finale. Mais globalement, il y a 80-90% du scripting, des scripts en langage naturel qui ont été écrits, qui sont opérationnels avant même que l'application soit livrée. Parce que c'est une approche où ça analyse l'intention de l'utilisateur, donc de celui qui a rédigé le script, pour le traduire dans un langage qui lui est interprétable par l'automate de test. Et donc on a un exemple concret d'un intégrateur pour un lot où pour augmenter la qualité des livraisons, on a fourni les spécifications avec les cas de test exécutables, et l'intégrateur avait aussi l'outil d'exécution des tests. Donc le développeur pouvait à la fin lancer le cas de test lui-même après son développement pour En fait, oui, pour rebondir sur ce cas-là, c'est vrai que donc on était bien contents, c'est-à-dire qu'on savait que les tests sont faits par l'éditeur, voilà, sont faits par l'intégrateur. Et on a la preuve qu'ils sont faits. Voilà. Très bien. Avez-vous testé des générations sur plusieurs sessions différentes avec les mêmes entrants? Si oui, dans quelle mesure les résultats étaient différents? Alors, on n'a pas fait ce genre d'expérience, mais si j'essaie de le faire par extrapolation, je pense qu'il y aurait 90%, parce qu'il y a différents types il y a de l'algorithme, il y a du réseau de neurones, il y a de l'IA générative, donc avec des aléas, des hallucinations potentielles. Et donc, par rapport à toutes les fonctionnalités que je vois, j'aurais tendance à dire que il y a 90% qui resteraient identiques si on fait des tests en parallèle, en simultané, et il y aurait peut-être 10 dans les 10% de choses qui pourraient être différentes surtout d'un point de vue forme, je dirais. Peut-être moins d'un point de vue fond. Très bien. Alors, une question, je pense que vous y avez répondu en partie avec vos 3 exemples. Au-delà d'exemples présentés pour cette démonstration, parce que la question était posée à midi 4, vous n'avez pas encore présenté les 3 retours d'expérience. Pour cette démonstration, pouvez-vous donner d'autres exemples plus complexes de mise en œuvre
hein, peut-être que vous avez des chiffres, je ne sais pas moi, Alors, de cas test qui a été généré, je ne sais pas. Ouais. Alors, en tout cas pour nous, donc là, les cas qu'on traite, ils sont déjà bien complexes. Alors, moi, je serais intéressé par échanger avec la personne en aparté sur les cas plus complexes. Voilà, je serais. Oui, pour exemple, on est sur un lot, par exemple, d'un moteur de planification. Donc, c'est pas un système de gestion simple, moteur de planification. Okay. Peut-on revoir la JFTL cette année peut-on vous voir, à mon avis, à la JFTL cette année avec des démonstrations de ce niveau de qualité? Alors, ils espèrent vous voir à la JFTL. C'est une bonne nouvelle. On était à la JFTL donc au mois de juin. Donc oui, donc on sera à la prochaine, c'est au mois de juin prochain, c'est ça, en 2025? Exactement. Oui, on y est comme sur la JFIE, on y est tous les ans depuis un certain nombre d'années. Oui. Eh bien super, on vous reverra. Alors, cela permet d'isoler les données d'un client A vers un client B afin d'éviter de faire fuiter des secrets d'un client. Je ne sais pas ce que c'est cette question. En fait, déjà, les choses sont étanches. Après, il y a une notion de projet. Dans un projet, il y a des utilisateurs. Donc, les utilisateurs partagent un projet. Mais donc oui, les choses sont étanches. Donc, il n'y a pas une entreprise, c'est son périmètre, une autre, c'est son périmètre, comme c'est le cas sur des tout logiciels, SAP en cloud, Salesforce en cloud, etc. Donc, Une question pour les anglophones. Peut-on échanger avec l'IA en anglais? Ou est-ce que votre système est plutôt que français? Alors, il y a une partie où il y a l'anglais, une partie qui n'est pas encore complètement en anglais. Donc, mais d'ici le premier trimestre 2025, on sera full anglais. Voilà. D'accord. Ça veut dire que votre moteur de IA, anglais, espagnol, italien, c'est ça le programme. Voilà. Ok. Donc, vous allez également apprendre à votre moteur, entre guillemets, les différents langages, ou c'est la traduction, tout simplement. Je ne sais pas. Voilà. Et on utilise aussi des réseaux de neurones pré-entraînés en fonction des langues. Donc, il y a un certain qui nécessite un entraînement, d'autres sur lesquels on peut capitaliser. OK. Sur quel aspect de coût des tests ont porté l'analyse de Cost House, conception, exécution et globale? Bon. Alors moi, je peux pas vous dire exactement que le détail de leur manière de faire. Donc ça, c'est en quelque sorte leur secret de fabrication. Donc moi, ce que j'ai comme information, c'est que ils ont fait une comparaison avec donc ils avaient une dizaine de projets sur lesquels ils ont les historiques, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est donc ils avaient tous les chiffres, charge, délai, nombre de pages, d'exigences. Donc ils avaient tous ces éléments-là, et ils ont fait et les cas de tests aussi. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont essayé de reproduire une partie de certains de ces projets avec Sand, en mesurant les charges, donc de construction des cas de test, d'exécution, de spécification, et par extrapolation, ils ont estimé ce que serait l'ensemble. Ils n'ont pas refait chacun des projets dans leur totalité. Ils ont pris des échantillons et représentatifs, ils ont fait l'extrapolation. Okay. Que ce soit sur les spécifications, les cas de test, leur conception, leur rédaction, leur exécution. Allez, afin de rester dans les temps, deux dernières questions. Avez-vous mesuré les incidents en prod après l'exécution des tests sur le cas d'usage 3? Donc ça, c'est très précis. On n'a pas de retour aujourd'hui d'expérience sur cette partie-là. Et Cost House, eux, ils ont fait des estimations. Ils n'ont pas fait des estimations métriques, mais ils estiment que normalement on devrait avoir des gains. Ils n'ont pas été capables de le mesurer. Voilà. Non, par contre, sur le K3, Lourdis, ce qu'on peut peut-être évoquer, c'est le taux de conformité des livraisons qui a bondi quand même. Parce que ça, c'est déjà en recette. Ce qui est déjà avant la production, il y a déjà le taux de conformité en recette. En recette, on est passé donc de 40% à 80%. Donc, et ça, on l'avait mesuré, effectivement. Première livraison d'intégrateur. Première livraison était à 40%, donc ce qui nécessitait plusieurs itérations de tests avant d'arriver à un niveau de conformité de plus de 80%, un niveau de conformité acceptable. Et là, donc, on passe de 40 à 80% à la première itération. Donc, et là, on est beaucoup plus confort.
Et la dernière question, peut-on apporter des scénarios Gherkin existants dans Sand afin de produire des scripts automatiques et réaliser du reverse documentaire de spécification? Alors aujourd'hui, c'est pas dans le système, mais rien ne nous empêche de, si c'est une demande qui se répète, d'investir sur ça. Voilà. Oui, tu vois pas d'éléments bloquants pour pouvoir réaliser ce type de fonctionnalité. Vu qu'on fonctionne dans un sens, on pourrait très bien fonctionner dans l'autre sens, effectivement. Il faut qu'on ait les besoins soient exprimés sur des vrais projets. À ce moment-là, donc, on œuvre pour mettre en place la fonctionnalité si on est en mesure de la mettre en œuvre. Et Edouardi, tu sais quoi, même sur les tests de Gherkin, en fait, c'est des règles. On pourrait même peut-être en import, comme on l'avait fait sur un fond documentaire existant, ça pourrait peut-être même générer des choses, quoi. Mais oui, on sait qu'on est capable de le faire. Donc, après, on peut pas tout faire, donc il faut qu'il y ait une demande qui se répète pour un vrai usage, et à ce moment-là, on investit dans la fonctionnalité. Ça marche. Parfait. Là, c'est sur toutes les fonctionnalités sur lesquelles on investit, c'est sur des vrais cas d'usage. Donc, c'est des usages sur des vrais projets. Un grand merci à Louardi et puis à Cédric pour cette. Merci Alexis. Merci vous avez vu un message pour pouvoir découvrir en 30 minutes comment Sand peut suivre vos projets IT. Vous pouvez réserver votre démo, là ça apparaît sur votre écran. Vous avez également la possibilité de commencer dans la partie sondage à répondre également au sondage pour l'évaluation de cette présentation. Et puis on va demander aux deux suivants de monter sur scène, Sarah Leroy et Clément François, pour présenter cette deuxième présentation de ce midi, l'IA, nouvel assistant de l'ingénieur, des exigences, retour d'expérience à travers des cas d'usage. Peut-être avoir des choses similaires qui vont être présentées. Ce sera très intéressant justement de pouvoir voir les différences d'utilisation ou de mise en place d'architecture. Merci encore à vous, Alexis. Au revoir à tout le monde. Partenariat. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt.